En quelques heures, une présidence fissurée s'écroule. À Bissau, la peur annoncée par l'extérieur se dissipe. Les foules se figent, puis s'allègent, tandis que les institutions vacillent au bord du vide, dans des rues où colère, lassitude et cynisme se mêlaient déjà. Que doit-en retenir le spectateur quand Ibrahim Traoré revient sans cesse comme comparaison, avertissement et promesse, au cœur d'une région qui réévalue ses équilibres? Derrière les images de liesses et de palais vidés, ce renversement raconte comment un système se débranche du peuple jusqu'au point de rupture, puis se reconnecte brutalement avec la souveraineté comme mot d'ordre implicite. Dans cette séquence, l'enjeu n'est pas de célébrer une chute, mais d'en comprendre la logique interne, comprendre les mécanismes, pour lire la région sans illusion ni bruit. Ce renversement en Guinée-Bissau s'était présenté comme un test de solidité institutionnelle, mais aussi comme un révélateur de la fatigue sociale accumulée derrière les façades officielles. Derrière les récits lointains d'instabilité, le texte source insiste sur un contraste, une rue supposée terrorisée, et des quartiers populaires qui accueillent les soldats avec un soulagement presque palpable. Ce basculement soulève une question plus large. Quand les processus ordinaires cessent d'inspirer confiance, qu'est-ce qui déclenche le basculement final? Et qu'est-ce qui empêche le pays de retomber dans un cycle d'exception? Le fil conducteur annoncera des signes mesurables, des micro-récits concrets, puis 3 trajectoires possibles à 6-12 mois, sans prédire ni juger. Et à mesure que l'onde se propage, le spectateur est invité à repérer ce qui, dans ce cas précis, ressemble à une recomposition régionale plutôt qu'à un accident isolé. La première révélation tient en 2 points simples, dont un chiffre. L'effondrement n'a pas commencé le jour de l'arrestation, mais des mois auparavant, et la décision d'étendre le mandat jusqu'en 2025 a suffi à déclencher une rupture déjà mûre. Ce décalage temporel change la lecture. La question n'est plus « pourquoi si soudain ?», mais « comment cela a-t-il tenu si longtemps ?» Le texte source décrit un pouvoir qui s'est progressivement débranché de son propre corps social. Les dissolutions répétées du Parlement ont érodé la patience collective, non comme des incidents isolés, mais comme une séquence perçue de plus en plus clairement comme un glissement durable. Dans les quartiers de Bissau, cette dérive ne se lisait pas dans des discours abstraits, mais dans des conversations ordinaires, où la lassitude se mêlait à un sentiment de mépris institutionnel. Les services publics affaiblis, les rumeurs persistantes de fonds disparus et l'absence répétée du chef de l'État ont formé un bruit de fond continu, longtemps toléré faute d'alternatives crédibles. Dans ce contexte, la prolongation du mandat n'a pas été interprétée comme une mesure administrative, mais comme une confirmation brutale que les règles communes avaient cessé de protéger les citoyens. Cette perception a joué un rôle clé. Elle a déplacé le seuil de tolérance collective et rendu acceptable ce qui, auparavant, aurait été rejeté. L'armée n'est pas apparue comme une force surgie du néant, mais comme une institution observatrice, attentive au moment précis où l'illégalité perçue dépassait la peur de l'instabilité. C'est ici que la comparaison régionale s'impose. Dans les cercles militaires et civils, le nom d'Ibrahim Traoré circulait déjà comme référence implicite, non pour copier un modèle à l'identique, mais pour illustrer la possibilité d'agir lorsque le pouvoir civil semble hors de contrôle. Cette influence n'explique pas tout, mais elle éclaire l'imaginaire dans lequel la rupture a été interprétée. Le renversement devient alors moins un accident qu'un symptôme, celui d'un système arrivé à saturation, où une seule décision institutionnelle pouvait faire basculer l'ensemble. Dans les heures qui ont suivi la chute, une figure inattendue permet de comprendre la nature réelle du basculement. Un officier intermédiaire, présent lors des premières opérations de sécurisation, décrit une atmosphère de tension froide, plutôt qu'un élan triomphal. Selon lui, le moment décisif ne fut pas l'arrestation elle-même, mais la réaction immédiate des quartiers populaires,
où les habitants accueillirent les soldats, non par la peur, mais par un soulagement visible, presque physique. Cette perception initiale a donné le ton de toute la séquence. Les micro-récits recueillis dans les rues de Bissau confirment ce décalage. Un commerçant du quartier de Bandim raconte comment la fermeture soudaine des frontières a d'abord provoqué un silence inhabituel, avant que les discussions ne s'enflamment. Pour beaucoup, ce geste signifiait qu'une décision avait enfin été prise après des années de stagnation, durant lesquelles les institutions semblaient fonctionner en circuit fermé. L'impact précoce ne tenait pas à la force déployée, mais au contraste entre la panique attendue et la clarté perçue de l'intervention. Dans plusieurs quartiers, les habitants ont observé les mouvements militaires comme on observe une réparation provisoire, sans illusion, mais avec attention. Les uniformes n'étaient pas vus comme une promesse automatique, mais comme la preuve que l'État, même par une voie exceptionnelle, recommençait à agir. Cette lecture explique pourquoi les scènes de liesse ont surpris les observateurs extérieurs. Elles n'exprimaient pas un soutien idéologique, mais un relâchement après une pression accumulée. Très tôt, une idée s'est imposée. Le véritable enjeu initial n'était pas la maîtrise du territoire, mais l'interprétation collective de l'événement. En quelques heures, la population a posé une question silencieuse, mais déterminante. Qu'attend une nation lorsque plus aucun processus ordinaire ne semble capable de la protéger? Cette interrogation, née dès les premières réactions, allait conditionner toute la suite de la transition. Tout commence par une activation progressive, presque banale dans son apparence, mais lourde de conséquences. Les dissolutions successives du Parlement avaient déjà installé un climat d'exception normalisé, où chaque décision centrale réduisait un peu plus la marge de contrôle institutionnel. Dans les discours officiels, ces gestes étaient dits présentés comme temporaires. Dans la rue, ils étaient ressentis comme des signaux répétés d'un pouvoir qui s'éloignait de ses propres règles. La crise ne stagnait plus, elle s'accélérait, nourrie par des annonces qui semblaient toujours en retard sur la colère qu'elles provoquaient. La bascule intervient lorsque la prolongation du mandat jusqu'en 2025 est validée. Cette décision agit comme un détonateur, non parce qu'elle crée une crise nouvelle, mais parce qu'elle cristallise toutes les tensions accumulées. Les opposants protestent, les institutions se raidissent, et la population perçoit que le seuil de tolérance collective est franchi. Chaque déclaration publique creuse davantage la distance entre le sommet de l'État et ceux qu'il prétend représenter. À ce stade, la situation ne se dégrade plus par étapes, elle entre dans une phase de précipitation. Puis survient l'enchaînement brutal. Des résultats électoraux encore incomplets sont revendiqués simultanément par le pouvoir et par l'opposition, plongeant la capitale dans une confusion généralisée. Les quartiers oscillent, entre attente et agitation, sans qu'aucune autorité civile ne parvienne à stabiliser le récit officiel. Ce brouillard institutionnel devient total. Les règles existent encore sur le papier, mais plus personne ne semble capable de les incarner de manière crédible. C'est dans cet espace de vacances symbolique que l'armée choisit d'agir. L'intervention ne prend pas la forme d'un geste improvisé. Les positions stratégiques sont sécurisées en quelques heures, avec une précision qui suggère une préparation longue et silencieuse. Le président est arrêté sans affrontement majeur, et les frontières sont fermées presque simultanément. Ce verrouillage rapide scelle symboliquement un chapitre qui refusait de se clore. Pour la population, ce moment marque moins une rupture violente qu'un arrêt net d'une dérive devenue illisible. Les premières répliques apparaissent immédiatement. Un silence lourd s'installe, suivi d'une réaction inattendue. Des scènes de soulagement éclatent dans plusieurs quartiers, contrastant avec les récits d'instabilité relayés à l'étranger. Les habitants n'assistent pas à un chaos généralisé, mais à une séquence qu'ils interprètent comme une décision enfin prise. Cette perception explique pourquoi l'événement est vécu localement comme une clarification plutôt que comme un effondrement total. À cet instant précis,
une comparaison régionale s'impose dans les conversations. Le schéma sahélien, souvent associé à Ibrahim Traoré, sert de point de repère implicite. Non pour justifier l'intervention, mais pour la rendre intelligible. Contrôle rapide, verrouillage administratif, recentrage sur la souveraineté immédiate. Le parallèle n'est ni parfait ni revendiqué officiellement, mais il structure la manière dont l'enchaînement est raconté et compris. La phase suivante est celle des répliques contrôlées. Les routes sont sécurisées, les bâtiments administratifs placés sous surveillance et les communications rétablies progressivement. Les marchés rouvrent, les transports reprennent et la ville cherche un nouveau rythme. Cette stabilisation précoce n'est pas interprétée comme une solution durable, mais comme une suspension de la spirale descendante. La population oscille alors entre soulagement et prudence, consciente que la décision militaire a ouvert une séquence, non une issue. Ainsi, le fil des événements dessine une logique claire. Activation lente, bascule institutionnelle, puis réplique sociale et administrative. La chute n'apparaît plus comme un accident soudain, mais comme la conclusion d'un enchaînement où chaque étape préparait la suivante. Et dans cette lecture, l'événement central n'est pas seulement l'arrestation d'un président, mais la reconnaissance collective qu'un système avait cessé de fonctionner avant même d'être renversé. Pour comprendre pourquoi la rupture a été perçue comme inévitable, le texte source fournit 3 indicateurs mesurables qui servent de ligne de base. Le premier concerne le fonctionnement institutionnel. 2 dissolutions successives du Parlement ont réduit la capacité législative à un niveau quasi symbolique. Ce chiffre compte parce qu'il marque un glissement durable. La gouvernance par décret remplace progressivement la normalité constitutionnelle. Pour la population, cette évolution se traduit par des décisions plus centrales et moins contrôlées. Pour l'armée, elle devient un signal précoce de fragilité structurelle. Le deuxième indicateur touche au service public, là où la crise devient quotidienne. Depuis plus d'1 an, les hôpitaux signalent une réduction significative des approvisionnements, avec 30% d'unités médicales en situation de pénurie critique. Cette donnée n'est pas abstraite. Elle signifie que des familles vivent l'érosion de l'État à travers l'absence de soins, de médicaments et de réponses concrètes. Dans les quartiers les plus touchés, ces pénuries sont associées à un sentiment d'abandon progressif, renforçant l'idée que les institutions ne remplissent plus leur rôle protecteur. Le troisième indicateur est économique. Les marchés enregistrent une hausse moyenne de 18% sur certains aliments de base. Ce pourcentage importe parce qu'il relie directement la crise politique à des sacrifices immédiats pour les ménages. Chaque augmentation de prix devient une preuve tangible de l'incapacité du pouvoir à contenir les vulnérabilités structurelles. Les commerçants décrivent un climat où chaque semaine annonce une nouvelle contrainte budgétaire, transformant l'économie domestique en principal théâtre de la défiance. Ces 3 chiffres constituent le point de départ. Ils décrivent un système déjà affaibli avant toute intervention militaire. Puis vient l'écart, déclenché par la décision de prolonger le mandat présidentiel. Cette validation agit comme un amplificateur. Les dissolutions passées cessent d'être perçues comme des anomalies. Elles deviennent les étapes visibles d'un processus de concentration du pouvoir. Les pénuries médicales et l'inflation alimentaire, jusque-là tolérées comme des dysfonctionnements chroniques, sont soudain reluées comme les symptômes d'un verrouillage institutionnel. La réaction publique accentue cette bascule. Les tensions préexistantes s'intensifient et chaque indicateur semble se dégrader d'un degré supplémentaire, non forcément dans les chiffres immédiats, mais dans leur interprétation collective. Le pays entre dans une phase où les données, auparavant dispersées, traçant une trajectoire commune, celle d'une perte de légitimité cumulative. À ce stade, l'arrestation du président apparaît moins comme une cause que comme un déclencheur final. Les 48 premières heures après l'intervention militaire introduisent un écart en sens inverse. Certains paramètres montrent une stabilisation relative. Marché ouvert, circulation rétablie,
communication clarifiée. Cette inflexion ne constitue pas une amélioration structurelle. Elle représente un arrêt temporaire de la spirale descendante. La population lit ce changement comme un répit, non comme une solution, mais ce répit suffit à reconfigurer les attentes immédiates. C'est ici que la comparaison régionale prend du poids. Dans les discussions locales, l'exemple du Burkina Faso, souvent associé à Ibrahim Traoré, sert de grille de lecture implicite. Non pour comparer les chiffres bruts, mais pour interpréter la logique, verrouiller rapidement les points critiques afin de produire une lisibilité minimale. Cette référence éclaire la manière dont l'écart est perçu, même si les contextes diffèrent. Au final, le passage du point de départ à l'écart révèle un point central. La crise n'est pas née d'un seul événement, mais de l'accumulation lente de signaux quantifiables devenus impossibles à ignorer. Les chiffres n'expliquent pas tout, mais ils montrent pourquoi l'effondrement semblait inévitable avant même de se produire. La transition hérite désormais d'un paysage où chaque variation future sera lue comme une promesse tenue ou comme l'annonce d'un cycle répété. Deux interprétations s'affrontent dès les premières heures suivant l'intervention militaire, et chacune repose sur des arguments qu'il faut examiner sans les caricaturer. La première lecture considère l'action de l'armée comme un dernier recours. Selon cette thèse, le pouvoir civil avait progressivement vidé les institutions de leur substance. Dissolution répétée du Parlement, décisions centrales peu contrôlées, services publics en déclin et tentative de prolongation du mandat, perçue comme une rupture explicite des règles communes. Dans cette perspective, la rue n'aurait pas soutenu une force armée en tant que telle, mais interrompu un processus politique qui cessait de produire des mécanismes de correction. Les scènes de soulagement observées dans plusieurs quartiers sont citées comme preuve que l'intervention a répondu à une attente latente, née d'une fatigue sociale prolongée. La seconde lecture met en garde contre un précédent dangereux. Ses partisans rappellent qu'une rupture constitutionnelle, même face à un dirigeant contesté, fragilise durablement les normes politiques. Ils soulignent que remplacer un pouvoir élu par une autorité militaire crée une zone grise, où les règles peuvent être redéfinies sans contre-pouvoir clair. Dans cette optique, le soutien populaire initial n'est pas un gage de stabilité future, mais un phénomène souvent observé dans des contextes de transition, avant l'apparition de nouvelles tensions. L'argument central est simple. Accepter une solution d'exception aujourd'hui, c'est risquer de la banaliser demain. Pour arbitrer entre ces deux lectures, le texte source invite à revenir aux faits observables. L'effondrement ne s'est pas produit comme une contestation soudaine, mais comme l'aboutissement d'une accumulation de dysfonctionnements documentés, pénurie médicale, inflation sur les produits de base, érosion du fonctionnement parlementaire et absence prolongée du chef de l'État. La décision de prolonger le mandat a servi de point de bascule, non parce qu'elle créait une crise ex nihilo, mais parce qu'elle a rendu visible une perte de légitimité déjà avancée. L'armée est intervenue au moment où la confusion menaçait de se transformer en affrontement ouvert. La réponse la plus rigoureuse reste donc double. L'intervention militaire est à la fois le produit d'un échec civilo-politique prolongé et le début d'une séquence à haut risque, où chaque décision devra prouver qu'elle ne remplace pas une dérive par une guerre. Les références régionales, parfois associées à des figures comme Ibrahim Traoré, nourrissent l'imaginaire de cette lecture, sans en constituer une justification automatique. Elle montre surtout que le débat dépasse le cas d'un seul pays et interroge la capacité des sociétés à sortir durablement des cycles d'exception. Ce renversement dépasse les frontières nationales. Ce qui change la lecture de la séquence en Guinée-Bissau, c'est la découverte d'un script qui ne relève pas uniquement d'une réaction locale, mais d'une logique régionale déjà observée ailleurs. Les premières mesures prises après l'intervention militaire suivent un enchaînement précis. Sécurisation rapide de la capitale, fermeture des frontières, verrouillage administratif, puis restauration progressive des circuits essentiels.
Cette chronologie n'est pas improvisée. Elle correspond à une méthode déjà discutée et analysée dans plusieurs cercles militaires d'Afrique de l'Ouest. Ce point médian révèle que l'armée n'a pas seulement répondu à une crise interne. Elle s'est inscrite, consciemment ou non, dans une vague politique plus large, souvent associée au Sahel, où la souveraineté immédiate prime sur les arbitrages extérieurs. Dans les conversations locales, le parallèle avec le Burkina Faso et avec Ibrahim Traoré apparaît comme une grille de lecture pratique, non comme un modèle à copier, mais comme une preuve que des États peuvent tenter de reprendre l'initiative lorsqu'ils estiment leurs institutions paralysées. Cette révélation modifie l'enjeu central. La question n'est plus seulement de savoir si la chute était légitime, mais de comprendre ce qu'elle annonce pour l'équilibre régional. Chaque décision prise à Bissau est désormais observée comme un signal potentiel, susceptible d'influencer d'autres armées, d'autres sociétés, confrontées à des frustrations similaires. Le renversement cesse d'être un événement isolé. Il devient un test de diffusion. À partir de ce point, la transition ne peut plus être évaluée uniquement sur ses effets internes. Elle est jugée à l'aune de ce qu'elle inspire, rassure ou inquiète au-delà de ses frontières. Et c'est précisément cette dimension, souvent sous-estimée au départ, qui redéfinit la portée réelle de l'événement. Pour les citoyens, l'impact le plus immédiat se mesure dans la vie quotidienne. Le soulagement observé dans les premières heures ne traduit pas une adhésion aveugle, mais la sensation qu'un système figé a cessé de se détériorer, au moins temporairement. Les marchés qui rouvrent, la circulation qui reprend et les communications clarifiées sont perçus comme des signaux minimaux de normalisation. Pour des familles confrontées depuis des mois aux pénuries médicales et à la hausse des prix, cette stabilisation relative crée une attente nouvelle, celle de juger la transition sur des résultats visibles plutôt que sur des promesses. L'espoir reste prudent, mais il s'enracine dans des gestes concrets. Du côté des élites politiques et administratives, le choc est plus silencieux, mais profond. L'intervention militaire a exposé la fragilité d'un appareil d'État qui ne parvenait plus à imposer ses propres règles. Les cadres administratifs comprennent rapidement que la marge d'erreur s'est réduite. Les retards, l'opacité et l'inertie, longtemps tolérés, deviennent risqués dans un contexte où chaque dysfonctionnement peut être interprété comme une provocation. Ce réalignement interne pourrait produire un effet durable si la transition maintient une cohérence dans ses décisions, sans multiplier les signaux contradictoires. Les acteurs non étatiques réévaluent également leur position. Les commerçants, affectés par une inflation moyenne de 18% sur certains produits essentiels, voient dans la transition une possibilité de stabiliser les échanges de base. Les diasporas, souvent source majeure de transferts financiers, réagissent avec prudence. Elles partagent l'espoir d'un redressement, mais craignent un nouveau cycle d'instabilité qui fragiliserait leurs investissements. Les réseaux religieux et communautaires, quant à eux, insistent sur la nécessité d'éviter les divisions internes, conscients que la cohésion sociale reste un capital fragile. À l'échelle régionale, les conséquences sont les plus scrutées. La séquence bissau-guinéenne est lue comme un nouvel épisode d'une recomposition plus large en Afrique de l'Ouest. Les parallèles établis avec le Sahel, souvent associés à la trajectoire d'Ibrahim Traoré, renforcent en l'idée qu'un script politique circule au-delà des frontières nationales. Les États voisins et les organisations régionales ajustent leur lecture. Il ne s'agit plus d'un cas isolé, mais d'un signal potentiel indiquant que la relation entre institutions civiles, armées et partenaires extérieurs est en train d'évoluer. Au total, ces 4 niveaux dessinent une même tension. Le renversement produit un répit tangible, mais il transforme aussi chaque attente en exigence accrue. La transition est désormais jugée sur sa capacité à convertir un soulagement momentané en amélioration durable, sans alimenter un précédent
qui fragiliserait encore davantage l'équilibre régional. Dans le scénario le plus probable, la transition cherche avant tout à rétablir une lisibilité minimale de l'État. Les premiers mois sont consacrés à sécuriser les circuits essentiels, administration, approvisionnement, contrôle territorial. Les décisions restent centralisées, parfois rigides, mais cohérentes dans leur enchaînement. Les audits internes avancent lentement, sans révélation spectaculaire, tandis que les partenaires régionaux observent sans intervenir tant que la situation demeure stable. Dans cette trajectoire, le pays ne se transforme pas en profondeur, mais il cesse de se dégrader. La population perçoit une amélioration marginale, suffisante pour maintenir une attente vigilante plutôt qu'une contestation ouverte. Le scénario le plus favorable repose sur l'utilisation rapide de la légitimité initiale. La transition engage des réformes ciblées dans les secteurs critiques. Douane, finances publiques, services de base. Les circuits opaques sont partiellement assainis et une partie des revenus est redirigée vers des infrastructures visibles, comme les hôpitaux et les écoles. Ces résultats concrets renforcent la cohésion interne et attirent un retour progressif des acteurs économiques. La confiance populaire, nourrie par des améliorations tangibles, permet à la transition de consolider sa position sans multiplier les mesures d'exception. À l'échelle régionale, cette trajectoire serait lue comme la preuve qu'un basculement peut déboucher sur une reconstruction mesurable. Le scénario le plus défavorable est celui du blocage ou du glissement. La transition se heurte à la résistance d'intérêts établis, incapables d'accepter la perte d'influence administrative ou financière. Les tensions réapparaissent sous forme de ralentissement bureaucratique, de divisions internes ou de rivalités politiques. La pression extérieure augmente, exigeant des calendriers précis, tandis que la population, frustrée par l'absence de progrès visible, retrouve lassitude et méfiance. L'économie se contracte, les prix repartent à la hausse, et les frustrations qui avaient précédé la chute réémergent sous d'autres formes. Le pays risque alors de retomber dans un cycle d'instabilité sans issue claire. Pour lire ces trajectoires sans se tromper, une grille conditionnelle s'impose. Si des réformes produisent des effets tangibles, alors l'élan initial peut devenir une ressource stratégique. Si elles échouent à émerger, alors les dynamiques ayant conduit à l'effondrement réapparaîtront. Cette approche ne prédit pas l'avenir, mais elle offre un cadre pour interpréter chaque décision à venir, sans céder ni à l'optimisme automatique, ni au cynisme. Pour de nombreux citoyens, cette transition résonne d'abord avec une fatigue accumulée. Elle se lit dans des écoles délabrées, dans des hôpitaux privés de matériel, et dans des quartiers où chaque hausse de prix confirmait l'éloignement progressif de l'État. Le renversement n'a pas effacé ces réalités, mais il a ouvert une parenthèse où l'amélioration redevient pensable. Les familles attendent moins des discours que des signes concrets, des délais administratifs plus courts, des services qui fonctionnent, une stabilité minimale des prix. Leur jugement sera pragmatique, fondé sur l'expérience quotidienne plutôt que sur des promesses. Pour les jeunes, l'événement est si souvent interprété comme une brèche. Ils y voient la possibilité de sortir d'un système longtemps perçu comme immobile, où les trajectoires semblaient non verrouillées à l'avance. Cette attente n'est pas naïve, elle est conditionnelle. Les jeunes qui s'observent si la transition crée des espaces réels d'opportunité, ou si elle se contente de remplacer des visages sans modifier les règles. Leur engagement dépendra de la capacité du nouveau pouvoir à traduire l'élan initial en perspectives tangibles, notamment en matière d'emploi et de mobilité sociale. Les personnes âgées portent un regard plus ambivalent. Elles ont connu d'autres périodes d'incertitude et savent que les ruptures sociopolitiques ne tiennent pas toujours leurs promesses. Leur espoir est plus mesuré, mais il existe. Elles attendent avant tout un retour à des institutions fiables, capables de protéger sans brutalité et de décider sans arbitraire. Pour elles, la stabilité compte autant que le changement. Enfin, les familles dépendantes du commerce local ou des transferts des diasporas cherchent avant tout une lisibilité durable. Elles espèrent
que la transition permettra de ralentir l'inflation et de sécuriser les échanges essentiels. Dans tous ces groupes, une même interrogation traverse les conversations. Qu'est-ce qui changera réellement si cette fois, les réformes dépassent le stade de l'annonce? La réponse ne viendra pas d'un symbole, mais d'une constance vérifiable dans les mois à venir. Pour éviter que la transition ne se dissolve dans l'attente, une feuille de route lisible s'impose, structurée en étapes mesurables. La première étape concerne la restauration des services essentiels. Les hôpitaux, les douanes et les administrations locales doivent fonctionner selon des chaînes de responsabilité claires. Qui décide, qui exécute et comment le résultat est vérifié. Des objectifs trimestriels simples, disponibilité du matériel, réduction des délais, reprise de la fréquentation, permettent de juger rapidement si l'action remplace le discours. Cette logique privilégie des preuves visibles plutôt que des annonces abstraites. La deuxième étape touche à la gouvernance économique. Il s'agit de réévaluer les contrats existants, d'assainir les circuits de revenus et d'introduire des mécanismes de contrôle capables d'identifier les fuites financières. Les effets attendus à 6 ou 9 mois ne sont pas une transformation totale, mais une amélioration de la traçabilité et une redistribution plus lisible vers les infrastructures de base. L'économie devient alors un baromètre central de la crédibilité de la transition, car elle relie directement les décisions politiques au quotidien des citoyens. La troisième étape concerne l'équilibre politique. La transition doit définir un calendrier clair pour les réformes institutionnelles, tout en garantissant que les forces armées ne s'installent pas comme un pouvoir permanent. Un dispositif de suivi citoyen, même limité, peut servir de garde-fou. Cette approche rappelle certaines méthodes observées au Sahel, souvent associées à Ibrahim Traoré, où l'accent est mis sur la séquence et la mesure, plutôt que sur la vitesse affichée.